nous ont fait une offre de 40 millions de francs, qu'on aurait dû prendre à peu près 2 millions d'euros chacun. Et on a refusé l'offre en se disant qu'on allait devenir un géant. La boîte n'était pas rentable. La bulle a éclaté. On n'a pas pu relever d'argent. Et donc, on a planté la boîte, retourné vivre chez mes parents parce que j'ai plus de quoi payer mon studio à Paris. Derrière, je vais travailler pendant 10 ans pour arriver à reconstituer ces 2 millions d'euros que je n'ai pas pris. Puis aujourd'hui, en fait, il y a une dizaine de personnes qui sont dans cette structure d'investissement qui m'appartient à 100%, qui s'appelle Otium. Et leur job, c'est de réinvestir tous nos assets, qui représentent aujourd'hui un petit peu plus d'1 milliard d'euros. Bonjour à tous, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau numéro de Parole de Business Angel avec un Business Angel assez iconique et assez original, on va dire, que ce soit dans son parcours ou dans son discours public aujourd'hui. Pierre-Édouard Stérin, bonjour. Bonjour Charles. Comme je dis, je suis très content de t'interviewer aujourd'hui. Ça fait un certain temps qu'on se connaît maintenant. Il faut dire aussi que tu trustes le haut du classement, de notre classement annuel des Business Angels, puisque depuis quelques années déjà, tu es numéro 1, d'assez loin d'ailleurs, devant la suite du podium. Donc forcément, on a été amené à discuter, à faire connaissance. Mais voilà, le but de cette émission, c'est de montrer au public ce que c'est qui sont les principaux Business Angels français, comment ils résonnent, comment ils en sont arrivés là où ils sont, comment ils investissent, mais on ne va pas parler que d'investissement, on va aussi parler de leurs convictions personnelles, de ce qui les anime au quotidien, etc. Et puis, voilà, surtout que toi, je sais que tu as beaucoup de projets en cours, tu as, je pense, des choses intéressantes à nous raconter. Donc, voilà, je te propose de peut-être faire un rapide retour sur ta carrière. Je pense que ton parcours chez Smartbox est assez connu, mais je vais quand même y revenir dessus. Alors, si ça te va, je vais lire ta page Wikipédia, enfin le début de ta page Wikipédia, si elle est à jour. Si ce n'est pas le cas, tu me coupes et tu interviens. D'ailleurs, je trouve ça très chic d'avoir une page Wikipédia. Bravo. C'est toi qui l'as créée ou comment ça s'est passé? Oui, c'est nous qui l'avons monté. Et par contre, le contenu, on n'a pas la main sur le contenu, évidemment. Donc, okay. Alors, je me mets quand même dessus. S'il y a besoin de rectifier, tu le fais. Tu es né le 3 janvier 1974 à Évreux. Tu étais élève au lycée Aristide Briand d'Évreux. Après des études à la Sorbonne, tu rentres à l'EM Lyon. Tu es diplômé en 1998. Alors là, un truc marrant. Donc, tu fais un peu de salle de marché à la Sogé. Donc, trader, c'est ça? Assistant sales. Assistant sales, ok. Et puis, donc, tu restes quoi? Tu restes 2 ans, c'est ça? Ouais, 2 ans en salle de marché, au départ à la Société Générale et ensuite chez Exane. Ok. Et ensuite, alors je vois échecs entrepreneuriaux entre 2001 et 2002. Il est à l'initiative d'une vingtaine de projets entrepreneuriaux qui se soldent par des échecs. Comment tu as fait pour créer 20 boîtes en 1 an et quelques? Alors, les 20 boîtes n'ont pas toujours été créées. Il y en a eu plusieurs de créées, mais sinon, c'était des projets qui, finalement, ne donnaient pas lieu à création d'entreprise parce que les projets n'allaient pas suffisamment loin pour que j'aille jusqu'au dépôt des statuts. Et il y en a un principal qui a duré pendant 1 an et demi, qui est une boîte de vente de jeux vidéo sur Internet, qui se développait très fortement et on n'a pas su la vendre au bon moment. La bulle a éclaté et on a tout perdu. Et derrière, je vais travailler pendant 10 ans pour arriver à reconstituer le patrimoine que j'ai perdu à cette époque en ne donnant pas suite à l'offre d'achat qui nous avait été faite. Et sur les autres projets que j'ai travaillés, c'était parfois 3 semaines et parfois 6 mois, 9 mois, plein temps sur des sujets avant de me rendre compte que finalement, il n'y avait pas de marché, pas de clients et que le projet donc, ne faisait pas de sens. D'accord. Donc, tu avais déjà une offre de rachat à ce moment-là que tu as regretté par la suite? Et que j'ai regretté pendant très, 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 très longtemps. J'ai donc créé en 99 une boîte de vente de jeux vidéo sur Internet. 9 mois après la création, on est approché par France Télécom, qui à l'époque faisait beaucoup d'acquisitions dans le secteur du e-commerce. Ils avaient racheté le numéro 1 du livre en France, ils avaient racheté le numéro 1 de la vente de produits bruns, une sorte de Darty en ligne. Ils nous ont approchés, ils nous ont fait une offre de 40 millions de francs, donc 6 millions d'euros. On était 3 associés, donc on aurait dû prendre à peu près 2 millions d'euros chacun. Et on a refusé l'offre en se disant qu'on allait devenir un géant de la vente de jeux vidéo en France, en Europe et dans le monde. Et puis, la boîte n'était pas rentable, donc on a besoin de lever des fonds régulièrement pour financer la croissance. La bulle a éclaté, on n'a pas pu relever d'argent. Et donc, on a planté la boîte. On ne l'a pas plantée, on l'a vendue, mais pour rien du tout. Et derrière, je vais travailler pendant 10 ans
pour arriver à reconstituer ces 2 millions d'euros que je n'ai pas pris à ce moment-là lorsque j'avais 24 ans. Et puis, entre-temps, je vais retourner vivre chez mes parents parce que j'ai plus de quoi payer mon studio à Paris. Alors, mes copains de promo ont une vie normale de jeune cadre dynamique, hein, avec un appart, avec une voiture, des vacances, ce que tu veux. Et moi, j'avais même pas 10 francs ou 10 euros pour prendre le train. Voilà, donc j'étais vraiment très dépendant de mes parents, de 24 à 26, 27 ans, après plus de 20 projets, de tomber sur ce projet qui consistait à importer un concept belge de coffret cadeau en France. Donc, on arrive sur la partie Smartbox. En 2003, Pierre-Édouard s'associe avec Philippe Denef pour lancer le concept de coffret cadeau en France. OK, et donc c'est là que tu as fait donc, des Smartbox, un coffret cadeau, évidemment, tout le monde connaît. Et là, c'est le gros carton, c'est ça. Oui, en quelques mots, je crée la boîte en 2003 avec 5 000 euros. Et 7 ans après, on approche les 500 millions de chiffre d'affaires, les 50 millions d'EBITDA, en autofinançant la quasi-totalité de la croissance. Il y a début 2010, je me rends compte que je suis arrivé à mon seuil limite de compétence, c'est-à-dire que la boîte est devenue trop grande, c'est devenu trop compliqué pour moi, je n'y arrive plus. Et donc, je décide de passer la main. Je quitte l'opérationnel. Je pars lancer d'autres entreprises qui n'ont pas fonctionné à nouveau. Et en parallèle, je commence à percevoir des dividendes de Smartbox que je réinvestis dans différentes entreprises. Donc, ça fait maintenant un petit peu plus de 10 ans qu'on investit dans différentes boîtes. Un des premiers investissements ayant été La Fourchette. D'accord. Et alors, donc, parce que donc, La Fourchette, ça a été aussi un gros carton, parce que ça a été racheté par TripAdvisor pour un petit pactole, je crois, à l'époque. 150 millions de dollars, ce qui faisait 110 millions d'euros à l'époque. OK. Et alors, donc, ta fortune, entre guillemets, vient plutôt de Smartbox ou de La Fourchette? Si on regarde mon patrimoine aujourd'hui, j'ai une petite moitié qui vient de mon aventure entrepreneuriale, donc Smartbox, et une grosse moitié qui vient de mes investissements. OK. Donc, si on en vient à ton activité de business angel, alors moi, ça m'intrigue toujours, tu vois, là, quand quelqu'un fait des superbes coups entrepreneuriaux qui se soldent par des belles sorties, etc. Pourquoi on se remet les mains dans le cambouis et on va revivre, tu vois, des aventures entrepreneuriales un peu par procuration, certes, mais quand même en investissant dans des boîtes jeunes, etc. Pourquoi tu t'es mis dans l'investissement en startup? En fait, à partir du moment où Smartbox a commencé à me verser des dividendes, c'est posé la question de ce que j'allais en faire. À titre perso, je n'avais pas de besoin démesuré. Donc, je n'ai pas commencé à constituer une collection de voitures, une collection de résidences secondaires ou de tableaux ou de ce que tu veux. Et donc, je me suis dit que j'allais le réinvestir. Et ensuite, dans quoi est-ce que je vais le réinvestir? Je vais le réinvestir dans le seul sujet que je connais un petit peu, qui est la création d'entreprise. Voilà, donc, je suis tombé assez naturellement sur cet environnement-là. Et l'autre point, c'est que je trouvais ça plus excitant d'investir dans des startups que d'investir dans l'immobilier ou dans des actions cotées en bourse. Et puis, ça me permettait également d'avoir l'espoir de pouvoir créer beaucoup plus de valeur, donc faire beaucoup plus d'argent que d'investir à nouveau dans l'immobilier ou dans autre chose. Donc, voilà un petit peu les 3 raisons qui font que je me suis porté sur l'investissement dans les startups. Donc, tu as mis tout ton patrimoine en startup? Oui, aujourd'hui, moi, j'ai la quasi-totalité de mon patrimoine, hein, donc quasi 100%, qui est investi en private equity et plus particulièrement dans le secteur des startups. OK. Parce que tu as créé un fonds qui s'appelle Otium. Donc, en fait, au départ, c'était que ton argent, Otium, et puis ça a changé, c'est ça? Non, ce n'est toujours que mon argent. En fait, au début, j'ai commencé à investir avec un collaborateur, un associé que j'ai recruté, qui a fait les premiers investissements, qui s'appelle Antoine Fraisse, qui a travaillé avec moi pendant 7 ans. Et donc, il était tout seul. Et puis, comme il y avait de plus en plus de dividendes à réinvestir, il a recruté une personne, 2 personnes, 3 personnes, hein, dont des profils qui ont donné naissance ensuite à Mano Mano ou à Doctolib, hein, qui sont Philippe de Chanville, Christian Resson ou Stanislas Niox. Donc, Antoine avait vraiment recruté des très, très bons profils. Et donc, voilà, ça a grandi. Et puis, aujourd'hui, en fait, il y a une dizaine de personnes qui sont dans cette structure d'investissement qui m'appartient à 100%, qui s'appelle Otium. Et leur job, c'est de réinvestir les dividendes que Smartbox continue à leur verser, point 1. Point 2, la deuxième source de financement, ce sont les exits qu'on a pu faire. La Fourchette en est un parmi d'autres. Et donc, ces exits, c'est du cash et ce cash, on le réinvestit. Et la troisième source de financement, c'est qu'en face de tous nos assets, qui représentent aujourd'hui un petit peu plus d'1 milliard d'euros, on a quelques deals avec des banques qui acceptent de nous prêter une toute petite partie de ce milliard sous forme de dette. Et donc, on réinvestit cet argent qu'on emprunte dans des startups également.
D'accord. On parle beaucoup là en ce moment du fait que les marchés financiers sont un peu mouvementés avec la crise en Ukraine, etc. Avant, il y avait eu la crise du Covid. Toi, qui est hyper exposé aux startups, puisque tu me dis que tu as tout ton patrimoine dedans, comment tu vis ces moments-là? Est-ce que ça ne te donne pas envie, pour le coup, de faire un peu d'immobilier, de sécuriser Qu'est-ce que tu en Ouais, penses? alors on vit plutôt très bien parce qu'on n'est pas tombé très peu dans les excès des dernières années. Donc, on a continué à investir lourdement, mais en n'acceptant pas de rentrer dans des tours où les valeurs nous semblaient être complètement déraisonnables. Et on investit dans des startups, mais pas que dans des startups du digital. Donc, il y a plein de boîtes qu'on a, notamment, par exemple, dans le secteur du retailtainment, donc le retail de loisirs. On a des plaines de jeux pour enfants aux États-Unis, on a des centres d'escalade en France, qui sont des business physiques. Et oui, aujourd'hui, il y a une crise, un début de crise sur le financement des entreprises. Mais à partir du moment où tu investis dans des projets qui ont la capacité de devenir rentables assez vite, il n'y a pas de sujet. Et donc, on a aujourd'hui à peu près une petite centaine de participations. Et il y aura évidemment de la casse sur une petite partie de ces participations, mais au global, on n'est plutôt pas inquiet parce que ce sont des modèles qui sont viables. La plupart de ces entreprises sont déjà rentables aujourd'hui. Et pour celles qui ne le sont pas, on aura les moyens de les accompagner demain si les choses continuent à bien se passer pour leur permettre de passer le cap qui leur donnera la rentabilité à un moment donné. Parce que dès le départ, tu avais choisi d'investir dans des boîtes rentables ou proches de la rentabilité, même dans la tech? Alors, en tout cas, dès le départ, on a investi dans des projets sur lesquels il y avait une viabilité économique à assez court terme. Donc, ça ne nous empêche pas de faire du pré-seed ou du seed, mais on le fait quand il y a un plan qui peut nous permettre, à horizon 24 mois, de devenir rentable si on arrête d'accélérer sur la croissance. Après, ce n'est pas toujours pareil que nous faisons, bien évidemment. Si au bout de 24 mois, la boîte peut devenir rentable, mais qu'on estime qu'il y a encore un très gros potentiel de marché et qu'on peut potentiellement financer cette croissance en allant chercher une somme intéressante sur une valeur intéressante, eh bien, on va accepter les dilutions, mais on va continuer à perdre de l'argent pendant 2-3 années de plus parce que le ratio dilution versus création de valeur additionnelle est intéressant. Mais à tout moment, on peut aussi décider de réduire les investissements marketing de façon très significative et à ce moment-là, ou commerciaux pour les boîtes de SaaS, et à ce moment-là, devenir rentable ou s'approcher de la rentabilité sur la très grande majorité de nos lignes. D'accord, mais alors pour justement t'assurer que l'entrepreneur va suivre ta vision, puisque là, tu nous décris en gros une stratégie d'investissement basée sur les 2-3 années post-investissement où tu espères que l'entrepreneur saura réduire la voilure s'il y a besoin, ce qui n'est pas le cas de tous les enfin, tu vois, ce que tous les entrepreneurs n'imaginent pas forcément de faire quand ils lèvent des fonds. Mais du coup, pour faire respecter en gros ta vision, est-ce que tu mets je sais pas, une gouvernance un peu stricte, tu tiens les entrepreneurs particulièrement par rapport à d'autres investisseurs? Comment tu fonctionnes? Donc, non, du tout. En fait, ça se fait au moment de l'investissement en s'assurant qu'on est aligné sur cet état d'esprit. Et puis ensuite, dans l'immense majorité des cas, lorsqu'on se retrouve en situation de difficulté financière, eh bien, les engagements informels pris à l'époque sont respectés par l'entrepreneur, donc qui réduit la voilure. Et puis, il y a évidemment quelques cas où à ce moment-là, l'entrepreneur finalement ne fait pas ce qu'il pensait faire au départ pour X raisons et où ça précipite de temps en temps la boîte dans le mur. Et c'est marrant parce que toi, tu as à peu près, en termes de montant investi, Otium, c'est comparable à un VC qui aurait levé des fonds auprès de LPs. Et pourtant, tu as une stratégie qui est complètement différente des VC. Et c'est quand même, moi, je suis toujours frappé de voir la différence de philosophie d'investissement entre les BA. Parce que bon, même si tu as ton fonds, tu as Otium, ça reste quand même ton argent. Donc, ça reste un gros business angel finalement. Mais je suis toujours frappé de voir la différence de philosophie entre les BA, même les très gros BA comme toi, et les VC. Parce qu'un VC ne tiendrait jamais ce discours. Qu'est-ce que tu penses de cet écart de philosophie entre les deux types d'investisseurs? Nous concernant, c'est notre argent. On est là pour le très long terme. Et notre modèle de rémunération ou de gain n'est pas lié au fait qu'on déploie ou pas rapidement notre argent. Donc, on n'a pas du tout le même alignement qu'un VC qui a levé de l'argent, qui doit déployer cet argent pendant 3 à 4 ans. Et s'il ne le déploie pas, il le perd. Donc, il y a une sorte d'obligation à investir qui lui met une pression très forte. Après, ils ne font pas n'importe quoi non plus, parce que s'ils font n'importe quoi, X années après, quand ils veulent lever un deuxième fonds, ils n'y arrivent pas. Mais on n'a pas toujours le même alignement que les VC classiques.
Donc, tu recommanderais à un entrepreneur d'éviter les VC et de favoriser les BA Non, 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 non. Je pense que c'est des philosophies assez différentes qui peuvent être évidemment complémentaires. Il y a plein de boîtes dans lesquelles on rentre et dans lesquelles il y a des VC classiques à côté de nous. Et l'entrepreneur aux manettes est content d'avoir des gens plus entrepreneurs, plus très long terme, en mode evergreen comme Otium, et puis d'avoir à côté des VC plus classiques, hein, qui vont être plus agressifs peut-être à certains moments donnés et qui vont plutôt pousser sur l'accélération des dépenses. Voilà. Ce qui nous arrive aussi, on est très ambitieux, très agressif. Maintenant, on va être capable de réduire la voilure de façon très importante, très rapidement. Et on ne rentre jamais dans les business où il y a une course à la levée de fonds, les business de trottinette par exemple, les business type Gorilla, voilà, sur lesquels c'est la course à celui qui lèvera le plus d'argent pour arriver à écraser le marché et le prendre. C'est très intéressant, mais ce n'est pas du tout notre stratégie. D'accord. Ok, alors donc ces derniers temps, tu as fait beaucoup parler de toi dans les médias, dans les journaux, sur des thèmes qu'on n'a pas trop l'habitude d'entendre dans l'écosystème startup. En fait, tu parles très librement d'argent déjà et de religion. Donc, c'est assez déroutant au premier abord parce que voilà, c'est des thèmes qui sont plutôt tabous, hein, notamment dans la Startup Nation, alors que pourtant on manipule, enfin on a l'impression que la Startup Nation manipule au quotidien des sommes faramineuses, mais toi tu en parles très ouvertement, tu dis le TRI de ton fonds tous les ans, tu donnes le montant que tu as gagné sur chaque deal, le montant que tu as gagné, c'est limite si on ne sait pas combien vaut ta maison, etc. Pourquoi tu as décidé de parler aussi librement, déjà parlons d'argent avant de parler de religion, pourquoi tu as décidé de parler aussi librement d'argent? En fait, moi j'ai toujours été, je suis encore aujourd'hui très dans la compète, hein, dans la compétition, dans les classements. C'est un driver important. Quand j'étais gamin, que je jouais au tennis, voilà, le fait d'être classé, c'est un marqueur. Quand tu es amateur de foot, il y a des buts qui sont marqués, tu sais exactement ce qui se passe. Et donc, lorsque j'entends des entrepreneurs ou investisseurs dire j'ai fait un super exit et tout, mais je peux rien communiquer, blablabla. Ok, pour moi, c'est un driver de me dire voilà, j'ai investi tant, j'ai gagné tant. Aujourd'hui, mon patrimoine pèse tant. C'est un indicateur de performance clair, précis, net, qui, au-delà du blabla qu'on peut avoir de temps en temps dans X médias, quand on voit différentes personnalités faire la une de X magazine, là, au moins, on est sur du concret, du réel. Et donc, c'est quelque chose pour nous en interne qui est important. Ouais. Et donc, Mais on n'a pas de tabou avec ça. j'avais lu dans une interview de toi, je ne sais plus dans quel média, que tu te disais libertarien. Donc ça va un peu plus loin que ça. Ok, il y a le côté compète, mais j'ai l'impression que ça va un peu plus loin que ça quand même. Que le fait que tu rentres autant dans les détails, pour moi, c'est plus que simplement de la compète, de la compète, quoi. Ouais, bah, disons qu'en complément, c'est vrai que je suis assez peu attaché, en tout cas, je suis très critique vis-à-vis de l'État et de toutes les restrictions de liberté qu'on peut avoir, voilà, diverses et variées, vis-à-vis des taxes qu'on nous impose de façon très importante et qui sont ensuite extrêmement mal réemployées pour une bonne partie d'entre elles, me semble-t-il. Et donc, c'est vrai que c'est la raison numéro une pour laquelle j'ai déménagé en Belgique en 2012. Hein. C'est pas pour améliorer mon train de vie. Donc, je fais des économies d'impôts significatives en étant en Belgique, mais ce que j'économise, ce n'est pas pour m'acheter plus de voitures, plus de maisons ou aller dans des grands restos toutes les semaines. Hein. L'économie fiscale qu'on fait aujourd'hui, on la reverse à différentes œuvres. Et donc, ça a été un sacrifice pour mon épouse et pour moi de partir en Belgique. Et on l'a fait parce qu'on estimait que c'était criminel de continuer à engraisser l'État français pour lui permettre de continuer à faire ce qu'il fait aujourd'hui dans une certaine mesure, à savoir n'importe quoi. Ok, donc tu t'estimes que ton argent est mieux utilisé par d'autres gens, par les associations, par toi, par l'équipe d'Otium, que si tu le donnais à l'État. Exactement. Exactement. Je fais beaucoup plus confiance au privé ou à l'associatif voilà, qu'à l'État. Ok. Sur beaucoup de projets, probablement pas sur tous, hein, mais sur beaucoup de sujets. Et à aucun moment, il y a un petit côté provoque que tu aimes bien agiter? Non, non, enfin, j'ai réellement déménagé en Belgique en 2012. Hein, je suis en Oui, non, mais Belgique bien sûr, aujourd'hui, ça, et, j'imagine. et c'est un vrai sacrifice. Hein, donc, c'est un vrai sacrifice. Et après, c'est aussi le fruit de mes 10-15 ans d'entrepreneuriat, à m'être fait taper sur les doigts X fois par l'administration, à m'être fait embêter, attaquer à la X fois. Hein. Toute petite anecdote, je crée Smartbox en 2003. En 2004, je suis attaqué en correctionnel
pour exercice illégal de l'activité d'agent de voyage, parce que l'État estimait que vendre des coffrets cadeaux, c'était vendre du voyage, et donc je n'avais pas le droit de le faire si je n'avais pas de licence d'agent de voyage. Je ne voulais pas en prendre, parce que prendre une licence, ça m'aurait contraint à vendre mes produits uniquement dans des agences de voyage qui ne représentaient que 1% de mon chiffre d'affaires. Donc je me suis battu contre l'État. L'État a appelé tous mes distributeurs en leur demandant d'arrêter de vendre mes produits. La boîte a vraiment failli s'effondrer. Et je me suis battu contre l'administration. J'ai pris un top avocat et on a réussi à gagner. Et ensuite, on a fait écrire une loi qui réglemente l'attractivité, qui nous permet de vendre nos coffrets cadeaux n'importe où. Mais c'est un exemple parmi de nombreux autres exemples des actions qu'a voulu entreprendre l'État pour nous empêcher de développer notre activité. Et donc, l'État est pour moi un ennemi, c'est peut-être un peu fort, mais sur beaucoup de sujets, l'État nous impose des contraintes qui n'ont pas lieu d'être. C'est l'État en tant que tel, en tant qu'agent de manière générale, ou c'est l'État français particulièrement qui te… Je ne suis pas un expert de ces sujets-là, mais je pense que c'est l'État français est encore plus nocif que beaucoup d'autres États qui me semblent être moins présents. Il suffit tout simplement de regarder le pourcentage des dépenses publiques qui financent… voilà, on a un peu plus de 50% du PIB aujourd'hui qui est capté par l'État. Tu as d'autres États dans le monde qui vont plutôt être autour des 20 à 30%, et l'État ne se mêle pas de tout. En France, l'État se mêle énormément de choses. Voilà, est actionnaire de tout un tas d'entreprises où je ne suis pas toujours certain que ce soit très opportun. Et moi, je fais davantage confiance à l'initiative privée, à l'autonomie, à la responsabilité, au travail, plutôt qu'à ce mammouth aux syndicats qui veulent développer les choses d'une façon différente de ce que j'estime être positif pour notre pays. Ok. Non, moi, ma question sur est-ce que tu faisais un peu de provoque, c'était pas tant quand tu parles de ton exil fiscal et tout, mais c'est surtout dans le fait de parler aussi librement d'argent et que ça dénote, enfin que ça détonne autant par rapport à ce qu'on entend habituellement. Je me suis dit là, il y a peut-être un petit quelque chose, peut-être que Pierre-Édouard, en fait, il aime bien titiller, tu vois, innover, casser les codes, j'en sais rien. C'est peut-être un peu la même chose d'ailleurs quand tu parles de religion, non? Il y a certainement un petit côté, effectivement, j'allais dire anarchiste, plutôt anarchiste de droite, hein. Mais ouais, il y a un petit côté, il y a un petit côté anarchiste, ouais. D'accord. Et alors, bon, venons-en justement au côté spirituel. Donc, tu te revendiques catholique. Je vois que j'ai vu des articles où tu dis que tu voudrais être saint, enfin béatifié. Voilà, donc bon, forcément, je souris. Du coup, maintenant que tu es premier du classement des Business Angels, il faut que tu deviennes saint, c'est ça? Ouais, écoute, alors déjà, je ne revendique pas en tant que tel, c'est parce qu'on me pose des questions sur tout ça, pourquoi et tout, que je suis amené à en parler. Mais je commence rarement les interviews en disant, écoutez, voilà, je suis catholique pratiquant, voilà, très concrètement, voilà, je réponds aux questions qu'on me pose très simplement. Et donc, en fait, moi, je vois la lumière aujourd'hui, elle ne brille pas suffisamment, mais je perçois cette lumière, et elle a commencé à briller davantage lorsque je me suis retrouvé dans une période un peu compliquée de vie professionnelle, lorsque j'ai vécu tous ces échecs. La lumière a commencé à briller un peu plus. Ah, c'était la période où tu as créé 20 projets. Oui, exactement. Je suis retourné vivre chez mes parents, je suis vraiment le dernier de la promo. Tout ce que je fais dans la vie plante. J'ai toujours été mauvais en tout. J'ai passé 5 ans au lycée, j'ai été nul en sport. Enfin, voilà, tu finis par poser beaucoup de questions. Donc, dans cette période difficile, la lumière a brillé un petit peu plus. Et puis, elle a encore brillé davantage lorsque, à l'inverse, je me suis retrouvé dans cette période où tout fonctionnait plutôt très bien. Smartbox était très rentable, je gagnais beaucoup d'argent, je me versais beaucoup de dividendes. Et là, je me suis dit, finalement, tout ça pourquoi? Voilà, tout ça pourquoi? J'ai atteint mon objectif professionnel qui était de constituer un patrimoine significatif, de réussir, entre guillemets, ma vie d'entrepreneur. Pour peu qu'on estime que réussir sa vie d'entrepreneur, c'est construire une boîte qui fait X millions de chiffre d'affaires et d'EBITDA. En tout cas, j'ai atteint les objectifs que je m'étais fixés. Et donc, il y a une période de questionnement qui était de se dire, mais finalement, tout ça pourquoi? Je suis sur Terre pourquoi? Est-ce que tout s'arrête dans 50 ans ou pas? Et si tout ne s'arrête pas, qu'est-ce que je dois faire de ce passage sur Terre pour pouvoir optimiser mes chances ensuite d'aller en haut plutôt que tout en bas? Et donc voilà, c'était une période de questionnement. Et en partageant ces sujets, notamment avec mon épouse, je me suis rendu compte que j'étais certainement, alors que je croyais à l'après, deux, que cet après, c'est une période de vie gigantesque, et le passage terrestre, c'est ça, et que ce que tu fais ici va radicalement changer ce qui se passera
sur ensuite tout le reste. Et donc, il fallait que j'essaye de faire en sorte, lors de ce passage de vie terrestre, d'optimiser mes chances de devenir sain. Donc là, j'ai essayé de chercher des bouquins sur est-ce qu'il y a des méthodos, des KPI et tout, quelles sont les cases à cocher pour optimiser ses chances. Okay. Malheureusement, je n'ai rien trouvé. Et il faut faire un miracle, quoi. Bon. Et donc, il faut trouver sa voie. Et je me suis dit, en fait, moi, les talents, entre guillemets, qu'on m'a donnés au sens biblique du terme, c'est un talent qui consiste à faire de l'argent. Donc, voilà, aujourd'hui, c'est ma principale compétence, c'est de faire de l'argent. Et donc, je continue à faire de l'argent. Et j'ai commencé à préparer également l'affectation de cet argent. Et donc, quand je suis parti en Belgique, en 2012, j'ai monté une holding qui s'appelle BAD 21 pour 2021, avec l'idée de se dire, en 2021, il va falloir que je passe à l'action sur cette notion de redistribution. Et donc, il y a quelques mois, donc on était encore en 2021, il y a quelques mois, j'ai créé une structure qui s'appelle un fonds de dotation, qui est une sorte de structure philanthropique. Je suis en train d'apporter, ce n'est pas encore fait, l'intégralité de mon patrimoine professionnel à cette structure. Donc, on parle d'un petit peu plus d'1 milliard d'euros. Et l'idée, c'est que cette structure philanthropique est maintenant propriétaire d'une structure d'investissement qui s'appelle Otium Capital. La structure d'investissement va continuer à investir, faire du business pour gagner de l'argent. Et ce qui va radicalement changer, c'est qu'à partir de maintenant, cette structure va reverser chaque année à son actionnaire, qui n'est donc pas Pierre-Edouard Sterrin, mais le fonds de dotation, 80 millions. Donc, on a 80 millions qui vont remonter chaque année à l'étage du dessus dans ce fonds de dotation. Et ces 80 millions, on va les utiliser pour essayer d'investir sur de donner, de prêter ou d'investir sur des sujets utiles au redressement de la France et à la promotion du Christ. Et au redressement de la France essentiellement, donc très concrètement, on est très porté sur les sujets d'éducation, les sujets de pauvreté, de handicap, de patrimoine, de culture. L'essentiel des 80 millions vont être distribués chaque année sur ces sujets-là. 80 millions, c'est beaucoup parce que la plupart des fondations d'entreprises du type boîte du CAC 40 ont des budgets de quelques millions, quelques petites dizaines de millions d'euros. Donc, avec nos 80 millions, je n'ai pas encore regardé dans le détail, mais il est possible qu'on ait créé une des plus importantes, peut-être la plus importante fondation d'entreprise de France. Voilà, donc moi, ma vie, entre guillemets, maintenant, c'est de continuer à faire du business avec Otium, d'investir dans des super boîtes et tout pour gagner le maximum d'argent, et ensuite de reverser 80 millions par an à ce fonds de dotation pour lui permettre de financer X associations existantes ou de créer des nouvelles associations. Donc, tu as réussi à résoudre finalement le dilemme auquel sont confrontés plein de chrétiens, à savoir est-ce qu'on a le droit de devenir riche, est-ce qu'il n'est pas plus simple pour un chameau de passer par le trou de l'aiguille que pour un riche d'entrer au royaume des cieux? Exactement. Donc, la réponse, c'est quoi? Le fait de me défaire de mon patrimoine fait que ça me rend les choses. Monte les chances, ouais. Ok. Ok, top. Et alors, c'est aussi pour ça que j'ai assez peu de tabou à parler d'argent. C'est qu'en fait, ce n'est plus mon patrimoine. Donc, comme je m'en défais, je n'ai pas de souci à dire, j'ai gagné tant que ceci, cela. Ce n'est plus mon argent. Donc maintenant, tu te vois, quand tu gagnes de l'argent, tu te vois un peu comme un Robin des Bois qui, en fait, le fait pour les autres. Exactement. Ok. Et qui ne volent pas aux riches, voilà, la différence de Robin des Bois qui vole, oui, bien sûr. Qui vole à l'État. Qui vole à l'État pour donner aux pauvres. Je ne vole pas à l'État, je verse moins à l'État. Et en versant moins à l'État, je redistribue à d'autres causes. C'est pas que cette interview t'attire des ennuis, c'est clair. Ok. Et alors ce positionnement, parce que la Startup Nation n'est pas très branchée sur ces thèmes-là, a priori en tout cas. Est-ce que ça te pose des problèmes ou est-ce que tu as des gens que ça rebute, qui du coup veulent pas bosser avec toi, qui sont choqués par ce que tu dis Alors, en 20 ans de vie professionnelle, j'ai eu 2 cas sur les 2 dernières années de 2 entreprises qui n'ont pas souhaité faire affaire avec nous parce qu'elles estimaient que idéologiquement, il n'y avait pas d'alignement. En sachant que Otium, c'est un fonds d'investissement classique. Donc, quand on rentre dans une boîte, on ne demande pas aux dirigeants d'être alignés ou pas avec cette volonté de redistribution et avec le fait de financer des sujets liés au handicap, à l'éducation, au patrimoine. Ce n'est pas le sujet. On est un fonds d'investissement classique. Mais malgré tout, on a eu 2 cas. Le premier cas d'un garçon qui est très militant, mais on va dire du camp d'en face, et qui a eu la transparence de me dire, écoute, voilà, très concrètement, je ne suis vraiment pas aligné. Pour moi, c'est bloquant. Je dis, écoute, j'entends. Moi, je te dis juste que pour moi, ce n'est pas bloquant. Je n'ai pas de souci à investir chez quelqu'un qui ne partage pas mes convictions. Bien évidemment, ce n'est pas le sujet. Il faut juste qu'on soit aligné sur le projet d'entreprise, sur le développement de l'entreprise, sur la façon dont tu vas gérer ta boîte.
Donc ensuite, idéologiquement, on ne soit pas du même bord, ça ne me pose aucun problème. Mais pour lui, c'était bloquant. Donc voilà, il n'a pas souhaité faire l'opération. Et j'ai une deuxième entreprise qui est là dirigée par des gens qui sont très proches de nous, mais qui sont des bourgeois. Et donc, qui sont des gens qui ont peur, qui veulent absolument préserver leurs acquis. Et donc, qui ont eu des craintes à se dire, voilà, si je fais rentrer Pierre-Edouard au Tiam Capital, voilà, qu'est-ce qui peut se passer, et ainsi de suite. Et donc, l'opération ne s'est pas débouclée. Voilà, mais ce sont les deux seuls cas dont j'ai entendu parler sur la centaine d'opérations d'investissement qu'on a faites sur les 10 dernières années. Après, il y a peut-être 2-3 cas additionnels d'entreprises qui n'ont pas souhaité faire avec nous pour ces raisons-là, sans vouloir nous le dire. Mais je pense que c'est epsilonesque. Et dans le même temps, il y a des entreprises qui ont fait affaire avec nous, justement parce qu'on était un investisseur militant, un investisseur engagé. Je ne dirais pas investisseur militant, hein, c'est un peu fort, mais en tout cas, ce qu'ils savent, c'est qu'on n'est pas là juste pour s'enrichir et qu'ensuite, la totalité de ce que je gagne, en fait, elle n'est pas pour moi, elle est pour ce fonds de dotation. Donc, ce n'est pas pour m'acheter un yacht, des tableaux, des voitures, pour prendre de la coke ou je ne sais quoi. Voilà, c'est pour financer différentes œuvres. Puis surtout, je comprends que ça parle beaucoup à des entrepreneurs. Parce que bon, déjà, tu es le seul BA que je connaisse, en tout cas, qui occupe aussi ouvertement ce créneau-là. Je ne sais pas si c'est voulu de ta part ou pas. Donc, non, là, il n'y a pas de réflexion de stratégie de positionnement. Okay. En disant, bon, le fait est que d'ici à prendre. Voilà, remarque, pourquoi pas. Ça aurait pu être. Bah ouais. Du coup, tu occupes volontairement ou non ce créneau-là. Et donc, sachant qu'il y a quand même pas mal d'entrepreneurs encore chrétiens en France, ça ne me surprend pas que tu aies beaucoup de succès auprès de ces gens-là. Et puis surtout, tu vas dans la Startup Nation où toute startup s'invente ou se trouve en tout cas une mission, entre guillemets. Donc, on parle de mission à tout va, tout le monde a une mission sur Terre. Bah, toi, tu arrives en tant qu'investisseur qui peut mettre des gros tickets et en plus, dans ta proposition de valeur en tant qu'investisseur, il y a le fait que si tu gagnes du pognon, tu vas en redistribuer tu vas le donner à des gens qui en ont vraiment besoin et tout. Bah, en fait, je trouve qu'il n'y a pas mieux en termes de mission réelle, tu vois. Pour un entrepreneur que tu dois séduire, je pense que c'est le meilleur argument. Bon, tout à fait. Et surtout, la grande différence, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde le dit, hein, tous les VC ont une proposition ESG. La seule différence énorme, c'est que quand tu regardes très concrètement, en termes de montant, ce qui est versé par ces gens-là à leur fondation, on parle de quelques dizaines de milliers d'euros par an ou quelques centaines de milliers d'euros. Ouais. Nous, c'est 80 millions par an. Et alors qu'on est une toute petite structure, il y a des tonnes de structures de gestion de fonds ou de boîtes du CAC Haute qui sont beaucoup plus puissantes et qui ne reversent beaucoup moins. Mais ce qui est normal, puisque elles dépendent d'actionnaires qui n'ont pas les mêmes finalités que les nôtres. Donc, je respecte tout à fait. Moi, je ne suis pas évidemment pour imposer à ces boîtes de verser beaucoup plus. C'est juste qu'à la base, il y a des actionnaires qui ont des attentes différentes. L'actionnaire de Tiam Capital, c'est un fonds de dotation qui est là pour, entre guillemets, faire le bien. D'accord. Pour toi, c'est quoi être un chef d'entreprise ou un créateur d'entreprise? Parce que créateur d'entreprise et chef d'entreprise, c'est pas tout à fait pareil. Un créateur d'entreprise chrétien, il fait quoi au quotidien? Est-ce qu'il se paye au SMIC pendant 10 ans et il augmente ses salariés d'abord? Comment ça se passe? Écoute, c'est un sujet assez large. Moi, la façon dont je l'ai opéré chez Smartbox, en sachant que, comme je te disais tout à l'heure, au début de Smartbox, je voyais un peu la lumière parce que j'avais vécu une période difficile, mais je ne la voyais pas tant que ça. Mais en tout cas, dans les choses que j'essayais de faire, c'est des choses très simples hein, qui vont être le management par l'exemple. Donc, moi, j'ai toujours été, voilà, il faut que j'arrive le premier, il faut que je parte le dernier, il faut que j'ai le bureau le plus pourri, la chaise la plus pourrie au bureau. Voilà, c'est vraiment le management par l'exemple, ce qui n'était pas toujours forcément une très bonne idée. Mais voilà, ça me semble être important d'être irréprochable là-dessus. Ensuite, de savoir te séparer de tes collaborateurs lorsque c'est le cas, en étant humain, entre guillemets, dans les séparations. Donc, il y a plein de séparations que j'ai certainement très mal gérées. Mais en tout cas, ce dont je suis convaincu, c'est qu'on a tous des compétences X ou Y. Donc, quand on licencie quelqu'un, ce n'est pas parce que la personne est mauvaise, c'est parce qu'elle est mauvaise dans cette tâche-là. Et ce qu'il faut essayer de faire, c'est d'essayer de l'aider à trouver sa voie, une autre voie, pour lui permettre de s'épanouir, d'être beaucoup plus heureux. Et de façon un peu provoque, hein, j'ai toujours estimé aussi que licencier quelqu'un, c'est lui rendre service. Parce que licencier quelqu'un, c'est quelqu'un qui n'est pas efficace dans son job, sinon tu ne licencierais pas. Donc c'est quelqu'un qui est malheureux dans son travail, qui est malheureux le soir quand il rentre chez lui, qui rend son épouse malheureuse, qui rend ses enfants malheureux, qui rend ses collaborateurs, ses collègues malheureux. Et donc un licenciement, c'est bien souvent, mais là je suis avec un prisme quand même très parisien, c'est que licencier un mec qui a 28 ans, qui a fait une bonne école de commerce, effectivement, il n'y a pas trop de scrupules à avoir, il trouvera un job le lendemain. Après, cet exemple que je viens d'évoquer, je pense que ce n'est pas du tout justifié. Quand tu as une boîte qui est au fin fond de la France,
que tu licencies quelqu'un qui a 55 ans, qui ne retrouvera jamais de boulot derrière. Est-ce que c'est lui rendre service? Probablement pas. Mais voilà, donc être un manager catho, je pense que c'est évidemment dans la relation que tu as avec tes équipes, dans les objectifs que tu peux te fixer, dans la relation que tu as avec tes fournisseurs, dans la finalité de ton entreprise, pas juste s'enrichir pour s'enrichir, mais s'enrichir pour essayer de faire quelque chose de ce patrimoine que tu veux pouvoir constituer. Voilà deux, trois exemples. D'accord. Top. Alors, tes projets d'aujourd'hui, c'est… moi, j'en entends beaucoup parler, puisque je suis un peu connecté dans ce petit milieu. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur tes projets des années qui viennent? Ouais. Donc, on a maintenant, je m'occupe de 2 structures. La première, c'est Otium Capital, sur laquelle j'ai un nouveau directeur général qui est arrivé récemment. Otium, c'est donc un petit peu plus d'1 milliard d'actifs aujourd'hui. C'est 25% de TRI net sur les 7 dernières années. Et on a l'objectif sur Otium, à 8 ans, de passer de 1 à 5 milliards d'actifs. En arrivant à reproduire sur les 8 prochaines années la performance des 7 dernières années. Donc 25% de TRI net, et en reversant en plus chaque année 80 millions à notre nouvel actionnaire qui est le fonds de dotation. Pour arriver à réaliser ce plan de création de valeur, on va lancer de nouvelles thématiques d'investissement au sein d'Otium. On est très venture de façon historique, beaucoup de SaaS, beaucoup de DNVB, donc beaucoup de consommateurs. On a commencé à développer, on va accélérer toute la partie retailtainment, donc le retail de loisirs. On regarde beaucoup de sujets dans le secteur de l'hôtellerie à retard de CAPEX, donc business plus classique, plus traditionnel. On va continuer également sur les sujets des petits LBO qu'on a pas mal fait par le passé. Et on attaque de nouveaux segments également comme l'industrie, qui sont des segments qui nous semblent être très intéressants pour plusieurs raisons. Donc ça, c'est Otium Capital, passer de 1 à 5 milliards d'actifs sur les 8 prochaines années en réalisant 25% de TR net par an et en reversant 80 millions chaque année à notre actionnaire fonds de dotation du bien commun. Et mon deuxième principal objectif, c'est de faire en sorte que ce fonds de dotation du bien commun qu'on a monté il y a quelques mois, qui est dirigé aussi par un type top, ce type a monté une équipe d'une dizaine de personnes. Cette dizaine de personnes aujourd'hui donc, reçoit 80 millions et doit les investir, les donner, les prêter à différents projets, leur permettant d'atteindre les objectifs qu'on s'est fixés sur l'éducation, sur le patrimoine, sur la culture, sur le handicap, sur la pauvreté. Exemple, on veut à notre niveau permettre à la France de remonter de façon très importante dans les classements PISA, qui sont les classements dans lesquels on évalue les enfants au niveau international. On perd des places ces dernières années, notamment en maths, c'est ça? Exactement. On chute d'année en année depuis X années. On est devenu un des plus mauvais pays d'Europe, alors qu'on a un budget d'éducation nationale qui est juste dingue. Donc, nous, à notre niveau, on va essayer d'agir là-dessus, en favorisant par exemple le développement des écoles hors contrat, en favorisant par exemple le développement des cours après l'école qui sont dispensés à des enfants du public ou pas du public, mais en tout cas à tout type de public qui ont des difficultés en maths. Donc, il y a pas mal d'assos qui œuvrent déjà aujourd'hui sur ces thématiques. Donc, l'idée, c'est de financer ces assos pour leur permettre d'accueillir davantage d'enfants après l'école le soir, pour les aider notamment en mathématiques. On travaille beaucoup également sur les sujets de patronage. Il existait beaucoup, il y a une 50aine d'années, qui permettent d'occuper les enfants après l'école pour faire des activités sportives, ludiques, intéressantes, artisanales, et qui ne se retrouvent pas chez eux devant la télé à glander ou devant leur console. Donc voilà, on s'est fixé des objectifs sur les verticales que j'évoquais à l'instant, éducation, patrimoine, culture, handicap, pauvreté. Et sur chacun de ces objectifs, pour les atteindre, on va donc financer des assos qui sont déjà sur ces thématiques-là. Et puis quand elles n'existent pas, ou quand elles existent et qu'elles ne sont pas suffisamment ambitieuses ou performantes selon nous, à ce moment-là, on va créer ces assos. Donc on est en train de monter un studio au sein du fonds de dotation du bien commun pour permettre à des nouveaux projets de voir le jour, avec une approche par contre très business. Donc ce qu'on va essayer d'apporter à cet univers de la philanthropie, qui n'est pas toujours très KPI, très exigeant, qui a des stakeholders qui sont des donateurs et qui n'ont pas la même exigence qu'un actionnaire. Nous, cet argent qu'on a gagné, on l'a gagné très difficilement. Et donc, on va être très exigeant sur la façon dont on va redistribuer ces 80 millions. Et l'essentiel, en fait, du dispatch va être fait sous forme de dons. Donc, ça va être probablement autour de 2/3 de dons, 1/6 de prêts, parce qu'il y a des structures associatives ou pas associatives qui n'ont pas besoin de dons, qui ont un modèle économique. Et là, il s'agit juste de leur faire un prêt pour accélérer. Et puis, le dernier 6e, c'est de l'investissement. Et investissement, à ce moment-là, pas avec un TRI financier, mais avec un TRI extra-financier. Et des sujets très intéressants, mais qui vont viser 5% de TRI. Donc ça ne rentre pas chez Otium, mais ça peut rentrer dans ce fonds de dotation. J'ai entendu parler aussi d'un lieu que tu vas ouvrir ou que tu vas participer à ouvrir, en tout cas à Paris, un lieu un peu emblématique. Tu peux nous en dire un peu plus?
Ouais, ouais, exactement. Disons qu'il y a tout un tas de clubs qui existent aujourd'hui, de clubs privés sur X thématiques. Et on s'est dit que sur cet esprit, cette notion de bien commun, eh ben, en fait, on peut essayer de monter quelque chose. Et donc, on est en train de monter la maison du bien commun, qui a vocation à être un premier lieu à Paris, dans le cœur de Paris, d'environ 500 mètres carrés, dans lequel on va proposer un petit espace de coworking, un bar, des conférences. Et l'idée, c'est d'avoir un lieu de rencontre pour ces personnes qui se sentent voilà, qui ont envie d'agir pour la France, d'agir pour le bien commun, pour leurs compatriotes, et qui ont envie de se retrouver, de se rassembler, d'échanger, de discuter avec des valeurs qui ne sont pas toujours partagées par le plus grand nombre et qui sont parfois un petit peu compliquées à exprimer dans des médias classiques ou avec ses investisseurs ou autres. Donc voilà, c'est un lieu d'échange, de discussion, de rencontre, de façon à être plus forts ensemble et pouvoir faire davantage de choses ensemble demain pour la France. Génial. Tu as une date en tête déjà, une date d'ouverture Ouais, écoute, ce qu'on espère, c'est que ce sera ouvert en septembre 2022. Super. Bon, bah écoute, on suivra ça de près. Ok, bah alors avec tout ça, tu vas devenir encore plus incontournable que tu n'es aujourd'hui. Tu vas faire de la politique un jour. Parce que là, tu nous as parlé de tes plans pour les 8 prochaines années. Ensuite, il se passe quoi? Alors, petite correction, en fait, de plus en plus incontournable. L'idée, c'est justement de l'être de moins en moins. Je suis déjà très contournable compte tenu de la qualité de mes associés, mais l'idée, c'est vraiment de disparaître demain de ce champ-là parce que les structures qu'on a montées, le fonds de dotation du bien commun, a un plan qui est plurimillénaire. Donc, ça peut paraître fou, mais cette structure philanthropique qu'on a montée, elle a un capital, qui est donc Otium, qui va faire du business, gagner de l'argent. Et l'idée, c'est qu'on s'inscrit pour le très, très, très long terme. Et pour s'inscrire sur le très long terme, évidemment, moi, je ne serai plus là dans quelques années ou dizaines d'années. L'idée, c'est d'avoir un système de gouvernance qui fasse en sorte d'être complètement indépendant de la personne et de pouvoir également attirer tout un tas d'autres personnes qui partagent une grande partie de nos valeurs et qui ont envie de rejoindre ce projet-là. Donc, le fonds de dotation du bien commun, j'ai donné l'impulsion, mais à aucun moment j'ai vocation à en être le dirigeant, à aucun moment j'ai vocation à driver le truc, ce n'est pas mon objet. C'est un objet que j'ai lancé, et voilà, aujourd'hui je m'en sépare, il y a un DG qui le gère, et demain on va monter une nouvelle équipe de gouvernance pour que ce véhicule puisse s'inscrire sur le très long terme et être complètement indépendant de la personne. Même chose sur Otium Capital, l'idée c'est que ça ne dépende plus du tout de moi. Moi, j'ai fait mon temps, j'ai fait mon temps, entre guillemets, j'ai créé ces sujets-là. Je continue à challenger de temps en temps, mais je n'ai pas vocation à continuer à m'en occuper éternellement. Les sujets politiques, je pense qu'il y a une opportunité de marché très intéressante compte tenu de la qualité plutôt médiocre, voire extrêmement médiocre des profils qu'on peut avoir aujourd'hui sur l'échiquier politique. Donc, je pense qu'il y a une opportunité de marché extrêmement intéressante. Maintenant, malheureusement, je pense qu'il y a tout un tas de cases que je ne coche pas pour pouvoir être demain un bon candidat. Donc non, j'ai pas du tout. Qu'est-ce que tu coches pas comme case? Par exemple, je pense qu'il faut être cultivé, ce que je ne suis pas. Je pense qu'il faut avoir le sens de la répartie, ce que je n'ai pas. Je pense qu'il faut être charismatique. Je le suis un petit peu, mais pas suffisamment. Je pense qu'il faut aimer passer sur les plateaux, la radio, télé, tout ce que tu veux. Moi, ça me rend malade lorsque j'ai un direct 3 jours à l'avance. J'ai mal au ventre, comme voilà. Donc, ça se travaille certainement. Voilà. Il y a beaucoup de cases que je ne coche pas de façon très rationnelle. Et donc, mon idée, non, c'est plutôt d'aider des personnes qui voudraient agir pour la France demain, notamment à travers l'angle politique, mais pas que. On a parlé tout à l'heure de l'angle associatif, de l'angle entrepreneurial, mais d'aider demain des personnes qui voudraient se lancer dans la politique, qui voudraient devenir maire, député, je ne sais quoi. On sera ravis, quand ils partagent une partie de nos valeurs, de pouvoir les aider pour pouvoir faire progresser le camp du bien. Ok, bon, bah écoute, très clair. Moi, je te trouve plutôt charismatique et j'espère que tu n'étais pas trop stressé avant cette interview. Bon, Pierre-Edouard, en tout cas, merci. C'était passionnant, hein, franchement. J'en ai eu pour mon argent niveau transparence et voilà, donc c'était super. Merci beaucoup, Charles, pour ton invitation et pour tes questions qui étaient assez détonnantes. Donc, j'ai répondu en toute transparence. Ah bah, je voulais pas me priver, je voulais me faire plaisir aujourd'hui. Donc, merci beaucoup, Pierre-Edouard. Je te dis à bientôt. J'espère que nos spectateurs vont apprécier l'échange. Et puis voilà, au revoir à tous. Et Pierre-Edouard, merci encore. Merci beaucoup, Charles. Merci à tous. Au revoir.